Voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir pas toujours pour de bonnes nouvelles. Et bon, là, les premiers débats sur le Front National ici datent d'un certain nombre d'années, peut-être au moins 35, 40 ans, avec Ralph Front. C'était dans la cour de la librairie, c'est le milieu des... C'est 87, 88, ou un petit peu... Et finalement, ça ne s'arrête jamais, malheureusement. Il faudrait... J'espère que vous avez des solutions à nous proposer. Bon, j'ai un peu grillé la politesse à Samuel qui devait vous accueillir, mais j'étais ici pour installer une exposition formidable qui sera conclue dans 6 semaines par Nicolas Werth sur la Grande Terreur. Voilà, on va dire c'est l'autre aspect de notre système politique, ou peut-être le même aspect de notre système politique, mais je voulais vous accueillir non seulement pour vous remercier, mais peut-être pour commencer par une nouvelle qui nous concerne tous. Et les éditions Bernard Grasset viennent de changer de direction en début d'après-midi. Oui, Olivier Nora vient de se faire mettre à la porte, donc même le terme est limogé, et c'est le PDG d'Hachette qui vient de prendre sa place. Voilà, c'est encore un coup, une guerre vraiment médiatique de Vincent Bolloré, voilà, qui mène vraiment un combat incroyable avec une violence saisissante. Voilà. Donc je voulais commencer par cette fâcheuse nouvelle et vous accueillir tous les trois. Merci Patrick Lehingue et Bernard Pudal d'être parmi nous et merci Eric d'avoir fait cette proposition il y a bien quelques semaines. Le livre est aux Presses universitaires de France. On va le laisser là à la vue de tous. Et voilà, il n'y a que 2 micros pour 3, le 3e étant en vacances. Voilà, merci à tous. Et, voilà. Et puis, demain, lisez vos journaux, parce que c'est vraiment, je pense, pour moi, c'est une des nouvelles les plus importantes des dernières années. Oui. Virer un grand patron de l'édition comme ça. Vous savez que déjà, il avait été menacé au moment de l'affaire Sarkozy, vous devez vous souvenir. Voilà. Et, bon, maintenu, mais pas si longtemps. Bonne conférence. Merci Christian. Un grand merci à la librairie Ombre Blanche qui nous accueille. Donc on est en pleine actualité, en plein sujet. C'est une guerre idéologique qui est à l'œuvre. Donc aujourd'hui, on est ravis, très très sincèrement ravis et honorés d'accueillir donc Bernard Pudal et Patrick Lehingue, qui sont de jeunes retraités hyperactifs. Donc respectivement professeurs émérites, tous les deux professeurs émérites, l'un de l'université de Nanterre, l'autre de l'université de Picardie-Jules Verne, donc tous les deux monstres sacrés de la science politique française, grands spécialistes bien sûr du Parti communiste, très connu pour un classique, Bernard Pudal, qu'il a écrit, qui s'appelle Prendre parti auprès de Sciences Po, parmi bien d'autres livres. Bien sûr Patrick Lehingue, très grand spécialiste aussi bien sûr des sondages et de la sociologie électorale, auteur du livre de référence à la découverte sur le vote. Et donc c'est aussi au titre de toutes ces connaissances accumulées qu'ils ont décidé de travailler à la publication d'un livre de sociologie des partis politiques, mais qui s'appelle du FN au RN, les raisons d'un succès. Donc, je vais vous poser la première question. Ce ne sera pas que faire, comme disait l'autre, mais on y viendra peut-être après. Mais peut-être justement cette question des raisons du succès et du pourquoi, d'abord, de ce livre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, vous spécialiste du Parti communiste, spécialiste de sociologie électorale et des sondages, de travailler ensemble sur ce sujet du RN et des succès électoraux effectivement grandissants du Rassemblement national. Qui commence ? Lui. C'est lui ? Oui, parce que c'est lui qui est à l'origine du projet. Ah bon, très bien. Grand merci d'ailleurs pour cette invitation. Alors pourquoi cet ouvrage ?
D'abord parce que, s'agissant du Rassemblement national ex-Front national, je crois que l'un des premiers problèmes qui se pose, alors qui est à la fois un problème politique, mais en même temps un problème méthodologique, c'est la banalisation, la normalisation, comme on dit, de ce parti et de ce qu'il représente, de sa place dans le champ politique français. Et l'idée, c'était peut-être de réveiller un peu des capacités d'étonnement, c'était, pour reprendre Paul Venn, de rallonger un peu le questionnaire, et ce à partir de 3 motifs d'insatisfaction. Le premier motif par rapport à la littérature foisonnante sur le Rassemblement national, une bibliographie exhaustive, même des livres parus en français, est désormais quasiment impossible. On est à 300 à 400 ouvrages depuis 1972 et probablement un gros millier d'articles et de chapitres d'ouvrages. Donc, on peut dire qu'il y a presque saturation du corpus. Et qu'est-ce qui fait qu'on en rajoute un 401e, si j'ose dire. Alors, il y avait 3 petits motifs d'insatisfaction qui ont présidé à la rédaction de ce bouquin. Le premier, c'est qu'il y a des travaux remarquables. Ils ne sont pas tous remarquables. Il y a des travaux remarquables sur le Front national et sur le Rassemblement national, mais aucun qui se propose d'intégrer 3 dimensions essentielles de toute organisation, à savoir le parti lui-même et, en l'espèce, ses leaders, puisque c'est un parti avec une forte verticalité. Deuxièmement, sa dynamique électorale et les électeurs donc qui, le temps d'un scrutin et de façon plus ou moins permanente, votent pour les représentants de ce parti. Et troisièmement, les raisons qui les font voter et qu'est-ce qui est au principe de cette dynamique électorale qui est évidemment incontestable. Donc notre idée, c'était d'essayer d'intégrer, d'où l'épaisseur relative du bouquin, ces 3 dimensions et d'essayer de les mettre un petit peu en dialogue, ce qu'on fait relativement peu souvent. Deuxième motif d'insatisfaction, on est tous les deux en sciences politiques, mais plutôt en sociologie politique, et il nous a semblé qu'il y avait trop peu, que la sociologie des organisations, la sociologie des rapports à la politique, la sociologie du système scolaire était trop peu convoquée pour expliquer ou pour rendre compte scientifiquement du Front national ou du Rassemblement national, était trop peu convoquée, et ce au profit ou au détriment d'analyses politologiques. Alors politologique, vous l'avez compris, dans notre bouche, c'est un gros mot, c'est-à-dire l'explication un petit peu tautologique du politique par le politique, qui généralement aboutit à des impasses analytiques. Donc ça, c'était la deuxième raison. Il fallait essayer de réinsuffler un peu de sociologie dans l'analyse du Rassemblement national, qui est trop peu fait. Et la troisième raison, c'était l'idée qu'assez souvent ou trop souvent, on analyse le Rassemblement national ou le Front national à l'aune d'un certain nombre de conjonctures électorales. Et donc, ce sont des analyses généralement court-termistes. Or, il faut quand même en faire le constat, le Rassemblement national, ex-Front national, est désormais l'un des partis les plus anciens. Il naît 1 an après le Parti socialiste d'Épinay. Donc, à part le Parti communiste, dont ne parlons plus du Parti radical, qui est quand même largement moribond, c'est désormais le plus vieux parti en France. Il faut interroger d'ailleurs cette pérennité qui est probablement l'une des clés, surtout quand on compare aux autres formations d'extrême droite en Europe, qui est probablement l'une des clés, de la dynamique électorale de ce parti. Et donc, sont trop faiblement, là encore, intégrés des processus de longue durée. Processus qui sont évidemment, par définition, difficiles à saisir, parce que généralement, ils ne sont pas datables, pas précisément datables, ils ne sont pas terminés, donc on est dans l'idée de l'émergence ou d'une consolidation, de nouvelles configurations. Et comme exemple qu'on pourrait donner de processus de longue durée susceptibles d'expliquer la dynamique électorale du RN, il y aurait par exemple le lent processus de démantèlement de l'État social, pour parler comme Robert Castel, l'insécurisation sociale des existences, les mutations du système scolaire,
Bernard Pudal vous en reparlera tout à l'heure, le repli du champ politique sur lui-même, la renaissance du nativisme, vous avez comme ça des phénomènes de très très longue durée qui ne sont généralement pas convoqués pour expliquer le Rassemblement national et sa dynamique. Je termine donc, puisque j'ai parlé tout à l'heure de Paul Venn, rallonger le questionnaire. Donc quelle est la question qui, peu à peu, a émergé et a suscité cet ouvrage? C'est une question d'un certain point de vue très simple. Comment se fait-il qu'une organisation aussi fragile, et c'est la première partie de l'ouvrage, ait pu engendrer une telle dynamique électorale, deuxième partie de l'ouvrage. Donc comment se fait-il? Pourquoi? Et le pourquoi est évidemment la troisième partie. Alors évidemment, le sous-titre est un petit peu un abus de langage, les raisons d'un succès, ça n'est que l'une des trois parties de l'ouvrage, mais c'est un titre finalement qu'on revendique volontiers puisque tous les deux, ne craignant rien, nous avions proposé à l'éditeur comme sous-titre les raisons paradoxales d'une réussite singulière, ce qui est évidemment un sous-titre très très vendeur. Donc voilà, première partie, on essaye de rendre compte parce que ça heurte un peu le sens commun. Le sens commun, c'est que une organisation qui fait depuis maintenant plus de 40 ans au moins 10 et quelquefois 20, 25, maintenant 35 et plus % des suffrages exprimés, une organisation est nécessairement une organisation solide, imposant le respect. Or, toute la première partie vise à démonter cela et à montrer que cette organisation est éthique, mais une éthique sans H. Et la deuxième partie, donc, essaye, là, c'est assez compliqué également, de rendre compte des multiples raisons qui structurent ce qu'il faut bien appeler un conglomérat électoral. C'est pas un électorat, c'est un conglomérat électoral, c'est-à-dire la réunion, le temps d'un scrutin, de segments électoraux qui sont très très différents et qu'il faut donc coaguler à un moment donné. Bon, je donne la parole à mon camarade Bernard. Non, tu veux pas du tout parler là. Tu as décidé. C'est brillant, c'est brillant. Rien à ajouter. Donc, éthique sans H, c'est du vocabulaire médical, ça veut dire phtisique, c'est-à-dire maigrelet, fragile, c'est le vocabulaire débile au sens aussi médical. Et donc, effectivement, c'est tout le paradoxe du livre, d'essayer d'expliquer comment ce que vous appelez une entreprise familiale népotique, extrêmement fragile, là encore, incontestablement, depuis l'origine. Comment cette entreprise politique extrêmement fragile a pu réussir à agréger autant de suffrages, progressivement, avec aussi des régressions historiques, on l'oublie trop souvent, et c'est tout l'enjeu. Donc, on peut commencer par là, c'est-à-dire reprendre les trois parties, et puis essayer d'expliquer d'abord en quoi et pourquoi c'est une entreprise éthique E-T-I-Q-U-E. Voilà. Avant de te donner la parole sur l'organisation, le principe de méthode donc qu'on a choisi, c'est l'idée que on ne trouvera pas les raisons de la dynamique électorale du Rassemblement national dans le Rassemblement national, dans le charisme présumé de ses leaders, dans l'activisme supposé, en fait inexistant, de ses militants, dans son inventivité doctrinale, qui là encore est très faible, dans les relais sociaux dont l'organisation peut disposer, et là encore, il y aurait beaucoup à dire. Donc, c'est à l'extérieur de l'organisation qu'il faut trouver les principes du succès et de la consolidation, de l'enquistement électoral de cette organisation. Je passe donc la parole à Bernard sur l'organisation, le caractère éthique. Oui, je vais aller très vite quand même parce que je pense que vous aurez des questions. Donc sur la première partie, je m'excuse, mais j'ai un problème de voix là. Sur la première partie consacrée à l'organisation, au parti politique lui-même, le point central de notre analyse consiste effectivement à mettre l'accent non pas sur ce qu'il y a de commun à ce parti avec d'autres partis, mais sur ce qui le différencie. Et ce qui le différencie de tout autre parti sont des phénomènes assez étonnants, pas suffisamment mis en valeur. Alors par exemple, le fait que c'est un parti qui n'a pas de système d'action. Un parti politique, généralement, il est entouré de toute une série de forces sociales qui concourent à son existence.
Vous prenez la droite, il y a le MEDEF, etc. Il y a des quantités astronomiques d'organisations qui participent à donner du pouvoir aux classes dominantes. Le Parti communiste de la belle époque, celui que j'ai étudié longuement pendant de longues années, il y avait un maillage associatif, municipal, de syndicats, y compris des organisations de toutes sortes, qui soutenaient évidemment l'audience du parti. Il y avait, le Parti communiste était une organisation, un intellectuel collectif. Il y avait un nombre de revues intellectuelles considérable. Vous n'avez rien de tout ça au Front National. Le Front National, vous ne pouvez pas convoquer dans votre tête en ce moment une revue importante du Front National. Personne ne connaît rien. On a Valeurs Actuelles ou des revues qui sont des revues de grande distribution, mais qui ne sont pas des revues de parti. Donc c'est un parti très curieux. Il n'y a pas de système d'action qu'ils soutiennent. Le Parti socialiste, c'était toute la constellation laïque, les droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, etc. Premièrement. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu le caractère très curieux, très fragile donc, de ce parti. Deuxième dimension, c'est un parti qui se caractérise, alors ça on donne toute une série d'analyses, par tout un turnover des militants et des cadres. Hein, prenons des exemples très simples que vous avez en tête. Je vais vous donner cet exemple tout à l'heure au séminaire. Vous avez un gars comme Philippot, hein, qui du jour au lendemain, quasiment, en un an, alors qu'il vient de on ne sait où, devient vice-président du Front National, et qui, au bout de quelques années, va disparaître sans que ça pose problème, et se révéler être une sorte de complotiste maladif, si j'ose dire, pathologique en tout cas. Bon, vous avez des tas de... C'est un parti où on a pu mettre sur la touche le président du parti, Jean-Marie Le Pen. En réalité, on a un turnover très important de l'encadrement de ce parti, qu'on a du mal d'ailleurs à saisir, parce qu'il change continuellement, les militants changent continuellement. Alors là, il y a toute une série d'éléments statistiques qui sont donnés dans le livre sur, par exemple, les candidats aux différentes élections qui disparaissent d'une élection sur l'autre, ou des candidats qui sont en réalité pas réellement des candidats. Vous savez que le Front National, ou le Rassemblement National, a toujours énormément de mal à constituer des listes. On donne un exemple qui est un exemple, bon, je ne peux pas en donner 36 000, mais un qui m'amuse beaucoup, qui est celui d'un candidat du Front National aux élections municipales à Brignoles. Alors le gars, il vient d'adhérer au Front National, il a à peine adhéré qu'il est déjà... on lui demande déjà de prendre la tête d'une liste à constituer. Il a un mal fou à constituer, parce que personne ne veut rentrer sur une liste, donc il ne comprend pas très bien. Il pense à rentrer dans un parti important, avec des cadres, des militants, il découvre qu'il n'y a rien. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, il va laisser tomber cette aventure et quitter le Front National. Et il a une très belle formule qui donne une petite idée de ce qu'est le Front National, à certains égards. Il dit, je me suis rendu compte que le Front National, c'était un porte-avions, mais avec un moteur de Vespa. Autrement dit, de même, un des bras droits de Jean-Marie Le Pen, dans un des bouquins qu'il a écrit, qui s'appelle Lorrain de Saint-Afrique, disait, le Front National, moi je ne comprends pas. Lui, il voyait ça de l'intérieur. Il dit, le Front National, ça n'existe pas. C'est un parti qui existe du fantasme des autres. Donc c'est un parti très, très particulier, d'un certain point de vue, qui fait semblant d'être un parti de masse alors qu'il ne l'est pas, qui fait semblant d'avoir une inscription. Alors quand je dis qu'il n'a pas de système d'action, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des viviers sociaux. Il y a des groupes sociaux qui, effectivement, sont dans une situation de proximité avec le Front National. C'est l'armée, c'est la police, etc. On les connaît, bien sûr. Mais ce n'est pas un système constitué. C'est un parti aubaine. C'est-à-dire qu'on voit que toute une série d'hommes politiques se saisissent de ce parti à un moment où leur carrière politique est en difficulté. C'est le cas de Chenu, par exemple, qui lui aussi est devenu vice-président du Front National. Actuellement, on l'a vu il n'y a pas longtemps au salon de livre politique, à l'hôtel de Lassay, en train d'enlacer, c'est le cas de le dire, d'autres gens. Il était là chez lui. Bon. Donc c'est un parti très bizarre. C'est le cas de Tanguy qui a débarqué en l'espace de quelques années. Donc ça, il y a une spécificité structurelle du Front National qui est au fond son caractère éthique, son caractère débile au sens pathologique du terme. Et donc tout ça, on essaye d'analyser tout ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est la totalité de la vie du parti, mais en tout cas, c'est une décision de méthode qui est difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas faire exister un parti qui n'existe pas autant qu'on nous fait croire qu'il existe, entre autres dans les médias.
Hein, il faut se souvenir, je vous donne cet exemple, j'arrêterai. Je me souviens quand Philippot était interviewé à la radio, etc., on avait l'impression que c'était vraiment une personnalité politique importante, son avis comptait, les journalistes étaient déférents avec lui. Et le gars disparaît du jour au lendemain. Bon, donc ça, vous prenez l'exemple de Bardella, puisque tout à l'heure il a été cité. On ne sait pas d'où il vient, ce Bardella. Il n'a aucun capital politique. D'un certain point de vue, Marine Le Pen, alors ça sera des analyses du futur qui nous permettront peut-être de l'analyser, le choisit justement parce qu'il n'a aucun capital politique. Elle est convaincue qu'elle va pouvoir le contrôler, etc. Bon. Donc ça, c'est la spécificité de ce parti, et nous consacrons les 2 premiers chapitres à cette affaire-là. Et y compris, alors j'en aurais terminé parce que sinon ça nous prendrait trop de temps, il y a un 2e chapitre qui est consacré à la question dite de la dédiabolisation, mais qui est là sous l'angle, là aussi, de la spécificité. Au lieu de traiter de la dédiabolisation au sens journalistique du terme, on essaye de comprendre comment Marine Le Pen s'est appropriée le parti. Le parti, effectivement, il a changé. Elle a occupé le poste de dirigeant avec toute une série de complicités, y compris paternelles et compagnie. Mais une des particularités de Marine Le Pen, c'est qu'elle n'a pas de capital politique. Quand elle est quasiment destinée à devenir présidente du Front National, à un moment où elle n'a aucune expérience politique, elle a été élue un peu miraculeusement à Hénin-Beaumont à ce moment-là comme députée, mais sinon, elle n'a pas de capital politique. D'ailleurs, son père a la gentillesse de le souligner. On cite des phrases. Donc, comment quelqu'un qui n'a pas de capital politique est obligé d'anticiper le capital politique qui lui manque, d'où la nécessité dans laquelle elle est de faire appel à des énarques comme Philippot, comme Tanguy, etc., parce que, d'un certain point de vue, elle est extrêmement fragile. Donc le Front National, comme organisation, ça n'est pas l'organisation respectable et constituée et puissante que l'on peut s'imaginer qu'il est, compte tenu des électeurs qu'il a. Et donc ça pose un énorme problème, bien sûr, qui est d'ailleurs pas très gai politiquement. C'est que si cette organisation, s'il n'y a pas d'intellectuel organique puissant, s'il n'y a pas un système d'action puissant, s'il y a un turnover des cadres et des dirigeants, s'il y a une fragilité du capital politique des dirigeants, s'il y a tout ça, alors qu'est-ce qui explique qu'ils soient quand même désormais aux portes du pouvoir? Et au fond, c'est ça notre grande question. Et c'est effectivement la 3e partie du livre, c'est-à-dire qu'on va chercher les causes ailleurs que dans l'histoire de ce parti, qui, d'un certain point de vue, ne présente pas un grand intérêt. Oui, parce que en fait, effectivement, la suite logique, c'est l'électeur. Est-ce qu'il y a un portrait type, portrait robot de l'électeur? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a changé de l'électeur Front National? Oui, je vais essayer d'être très court. Il y a 3 chapitres dans cette seconde partie. Alors juste pour reprendre un tout petit peu ce que vient de dire Bernard, on a très longtemps utilisé à propos du RN ou du FN l'expression petite entreprise politique artisanale. Bon, il faut cesser de dire petite entreprise politique dès lors qu'il y a 130 députés, 18 millions, 18 millions de subventions publiques par an et je crois que c'est le plus important, 400 collaborateurs parlementaires. Et on en a vu la trace lors des dernières municipales. On avait près de 100 têtes de liste qui étaient en fait des collaborateurs parlementaires. Donc il commence à y avoir un ancrage, c'est tout à fait récent, ça date de 2022, si on veut vraiment actualiser l'ouvrage. Sur la dynamique électorale, donc 3 chapitres. Le premier, alors qui est peut-être pas complètement inutile au départ, on s'est posé la question de savoir si on allait le garder ou pas, qui essaye de retracer depuis 72 l'évolution électorale sur tous les scrutins et en termes de voix, de sièges et d'implantation géographique. Mais bon, par rapport à un parti qui est né en 72, Marine Le Pen avait 4 ans à l'époque, il nous a semblé qu'il n'était pas complètement inutile de retracer une historique, de périodiser. Alors, on a distingué cette période, je vous passe le détail de ces 7 périodes. Simplement, il y a des périodes, il y a une première période qui est complètement groupusculaire, jusqu'en 82, donc 0,1%, un demi-permanent, un demi-poste de permanent. Donc, et Jean-Marie Le Pen qui
est sur le point d'abandonner, quand en 81, il ne parvient pas à réunir suffisamment de signatures pour être candidat à la présidentielle. Ensuite, l'émergence en 84, et là, la question qu'il faut évidemment se poser, qu'on essaye de traiter en une vingtaine de pages, c'est pourquoi, avec la même thématique, avec le même leader, doté du même métier politique, ça ne marche pas pendant 12 ans et ça a une sorte d'irruption ex nihilo vers 83-84. Donc il y a toute une série de facteurs qu'on essaye de détailler. Et puis donc des phases d'ancrage, des phases d'expansion, de progression exponentielle. Alors malheureusement, la dernière phase, celle qu'on vit depuis 4 ou 5 ans, est une phase de progression exponentielle, mais également des phases de régression, faut jamais l'oublier. De 99, la scission Maigret jusque 2010, avec le siphonnage sarkozyste, comme les journalistes l'ont baptisé, il y a une vraie phase de régression. De même, on l'a peut-être un peu oublié, 2020-2021, les élections cantonales, municipales, départementales, qui voient un véritable tassement du RN. Ceci contre l'idée d'une progression linéaire, quasiment irréversible et incontestable. La deuxième partie, on a essayé de dresser un portrait robot sur la base de sondages de ce que serait un électeur frontiste type, et donc homme, sans diplôme, habitant plutôt hors des grandes métropoles urbaines, etc. etc. Il y avait 7 ou 8 types qu'on a tout de suite réfutés, nuancé, quelquefois contesté, pour 3 raisons qu'il est peut-être pas inutile de rappeler. La première raison, c'est comme l'a très joliment appelé Daniel Gaxi, le Front National n'est pas un électorat. Enfin, on ne peut pas parler d'électorat du Front National, mais d'un conglomérat électoral, c'est-à-dire de la réunion, le temps d'un scrutin, de segments sociaux qui sont très très disparates. Deuxième raison pour laquelle un portrait robot, alors on voudrait bien, mais n'est pas sérieusement réalisable, c'est le fait qu'il est essentiellement établi à base de sondages, et que les sondages appréhendent très très mal, ont toujours appréhendé, pour des raisons d'ailleurs différentes dans le temps et dans l'espace social, les électeurs du Rassemblement national. Et puis troisième raison, c'est le fait que il y a une évolution à la fois morphologique mais également interne de ces électeurs qui, alors dont la plus belle expression est le lieu de résidence. C'est un électorat essentiellement urbain, voire métropolitain dans un premier temps, et c'est désormais un électorat très largement périurbain ou rural. Et troisième temps, on essaye on va un petit peu se vanter là, ce qui jusqu'ici n'avait pas véritablement été fait, de mettre en relation les propriétés sociales des dirigeants, des cadres, avec les propriétés sociales des électeurs. Et on en tire un enseignement, si on est un peu honnête, et statistiquement assez irréfutable, c'est que le Rassemblement national est probablement, actuellement, la formation qui représente le moins mal, si l'on peut dire, ses électeurs. Je ne dis pas le mieux, mais en tout cas le moins mal par rapport aux autres partis politiques. Même si, sous un autre aspect, il n'est pas du tout atypique, et cet autre aspect, c'est le fait qu'il est de plus en plus peuplé, on l'a très bien vu lors des dernières municipales, de purs professionnels de la politique. J'entends par purs professionnels de la politique des agents sociaux qui n'ont jamais vécu que pour et par la politique, qui n'ont jamais exercé d'autres activités professionnelles que celles d'auxiliaires du travail politique. Et puis on a essayé également, à partir d'un certain nombre de documents, notamment le fameux congrès de Lille qui voit le passage du FN au RN, et c'est un congrès qui nous a beaucoup intéressés parce que pour la première fois, lors de l'élection du comité central, c'est la seule élection un peu libre et ouverte au Front National depuis le début, lors de cette élection, les candidats sont appelés à se présenter très rapidement, et on trouve tout ça sur le site qui évidemment a disparu depuis, du Front National et du Rassemblement National, et à faire une petite profession de foi. Et c'est un document merveilleux, puisque on se retrouve avec 408 candidats et à peu près 300 professions de foi. Libres.
puisque d'habitude la parole est vraiment la parole qui vient d'en haut, et qu'il est très rare, sauf en entretien approfondi, d'avoir des paroles d'adhérents ou de cadres. Et on essaye de confronter ça avec ce qu'un certain nombre de nos collègues ont réalisé via des entretiens approfondis auprès des électeurs. Et on trouve effectivement une relative concordance idéologique sur au moins 3 thèmes. Un, le thème de la décadence, qui est un vieux thème d'extrême droite, mais qui est un thème largement repris par les électeurs et qui est probablement homologue de leur perception de position sociale en termes de déclassement. Le dégoût du politique, la haine du politique, avec politiciens de droite qui s'en mettent plein les poches, politiciens de gauche qui nous saoulent de belles paroles, pour reprendre des exemples d'entretien approfondi. Donc ça, c'est le deuxième. Et puis le troisième, évidemment, le nativisme. Le nativisme, autre façon, plus sophistiquée, me semble-t-il, et moins brûlante de parler du racisme des électeurs, mais c'est un point qui est quand même très très délicat, sur lequel on pourra éventuellement revenir dans le débat. Voici donc pour la seconde partie, je te laisse parler de la troisième. Ah bon ? Comme ça. Mais je ne vais pas en parler beaucoup parce que la troisième partie, c'est la plus importante à certains égards. Donc, vous avez vu un peu l'organisation de notre énigme. Un parti débile, et pourtant une réussite électorale incontestable, pérenne, etc. Et donc, on va chercher les causes ailleurs. Et grosso modo, notre thèse générale, à laquelle on est arrivé, on n'était pas du tout parti là-dessus, c'est qu'on est en train de changer, on a changé de ce que nous avons appelé de la configuration sociopolitique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous pensons, alors ça c'est une hypothèse de travail qu'on essaye de tester, mais qui supposera qu'on travaille beaucoup plus qu'on ne l'a fait, parce que nous avons été conduits petit à petit. Nous pensons, grosso modo, pour reprendre une terminologie bourdieusienne, que l'ensemble des champs principaux qui constituent une société ont été transformés depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Que ce soit le champ politique, avec tous les phénomènes auxquels on assiste, par exemple, je ne prends que cet exemple, le développement considérable de l'abstention qui n'existait pas auparavant à ce point-là. Donc que ce soit le champ politique, que ce soit le champ économique et social, ce qu'on appelle la crise économique. Alors là, on décompose, on essaye de comprendre les effets d'insécurisation que ça peut produire auprès d'un certain nombre d'agents sociaux, que ce soit le champ scolaire, qui est rarement convoqué, alors que la structure le système scolaire en France a changé de manière absolument considérable depuis 50 ans. C'est tout le développement de ce qu'on peut appeler la généralisation ségrégative, parce qu'elle ne s'est pas faite de manière démocratique, contrairement aux idées et aux illusions, aux projets des années 50-60. La généralisation ségrégative de l'enseignement secondaire supérieur. Ça, c'est un phénomène historique qui est d'une importance considérable. Tout le baratin sur la nostalgie de l'école laïque, sur laquelle le surfe, par exemple, le Front National, je vais très vite parce qu'il faut quand même qu'on laisse la place aux questions. Donc, comme vous le savez, le Front National, pas seulement le Front National, surfe sur une certaine nostalgie de l'école républicaine où les enseignants étaient respectés, où il y avait effectivement un fonctionnement qui n'était pas marqué par l'incivilité, etc., etc. Bon, tout ça, c'est du baratin, parce que c'est oublié que jusque dans les années 50, une grande partie des enfants étaient tout simplement hors école à partir de 13 ou 14 ans, bien sûr. Donc, par contre, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un système où la totalité des enfants est convoquée pour une réussite jusqu'au baccalauréat, puisque maintenant, quelle que soit la filière que vous empruntez, vous devez bénéficier du baccalauréat, y compris le baccalauréat professionnel, qui au moment où il a été décidé d'ailleurs posait problème, parce que dans le cabinet de Jospin, ils ont hésité à appeler le diplôme qui sanctionnait la formation technico-professionnelle de baccalauréat, mais ils ont décidé, pour des raisons politiques, dans une certaine mesure, de l'appeler comme tel. Bon, là, on a des transformations que je n'ai pas le temps de développer, mais qui sont considérables et qui se traduisent notamment, par exemple, par le fameux terme de massification.
Aujourd'hui, tout le monde parle de la massification du système scolaire. Donc quand on compare, on pourrait faire les deux époques, les deux périodes de configuration dont vous parlez, à savoir les années jusqu'aux années 50, 60 et aujourd'hui, on constate que dans le champ scolaire, tout a changé. Ça a des effets très importants. Pourquoi ? Parce que ça a des effets positifs pour les enfants qui bénéficient de cette généralisation de l'enseignement secondaire supérieur. Heureusement, il y en a. Mais ça a des effets très problématiques pour les enfants qui sont condamnés, dans une certaine mesure, à rester dans un système scolaire qui n'est pas fait pour eux. Et là, on a tous les phénomènes de décrochage scolaire et tous les phénomènes de sentiment d'humiliation que peuvent ressentir un certain nombre d'élèves condamnés à rester en classe, comme on pourrait dire ça comme ça. On donne des exemples très, très forts. Alors, tout ce travail où on doit convoquer le système scolaire, où on doit convoquer les contradictions du système scolaire, etc., il vise à quoi ? Il vise entre autres à s'opposer à un argument que vous entendrez partout, qui consiste à dire que la propriété la plus prédictive du vote pour le Front National, c'est l'absence de diplôme. Pourquoi ? Parce que, soi-disant, quand on n'a pas de diplôme, on n'a pas d'esprit critique. Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas d'esprit critique, parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, qu'ils votent Front National. Ben, grosso modo, nous, ce qu'on oppose, si vous voulez, à ce schéma, qui est tout simplement un schéma intellectuel-centriste, qui est un schéma fondé sur une sorte de mépris de classe, ben, ce qu'on oppose à ça, ben, c'est qu'effectivement, c'est plus compliqué que ça. C'est le système scolaire lui-même qu'il faut analyser et comprendre dans ses contradictions pour essayer de rendre compte des raisons, entre guillemets, légitimes pour lesquelles les enfants peuvent être amenés, effectivement, à développer des dispositions qui peuvent les conduire ensuite vers le Front National. Et on prend des exemples. Je pense qu'ici, un certain nombre d'entre vous ont vu le documentaire La Cravate. Je ne sais pas si c'est le cas. Et si vous l'avez vu, en fait, La Cravate, c'est un documentaire qui est tout à fait extraordinaire parce que c'est une biographie d'un cadre montant du Front National. Il s'appelle Bastien Régnier, que nous avons rencontré avec Patrick, avec lequel on a fait un long entretien. Et ce cadre-là, en fait, les documentaristes, en poussant petit à petit l'enquête biographique sur leurs héros, puisque c'était un documentaire pour la télévision qu'ils étaient en train de faire, ils se sont rendus compte qu'il avait été tenté dans sa jeunesse de pratiquer le massacre scolaire que toute la France attend, comme chacun sait, à l'exemple des massacres scolaires aux États-Unis ou ailleurs. Quand on voit pourquoi, parce que il avait, à l'âge de 14 ans, il avait décidé de tuer 17 professeurs de son établissement scolaire. C'était un établissement scolaire, pas n'importe lequel, c'était un des 3 meilleurs établissements scolaires de l'Oise, le collège Saint-Esprit, où on élimine les enfants au fur et à mesure que la scolarité se déroule, si jamais ils ne sont pas à la hauteur de la réussite avec un baccalauréat très bien, je crois que c'est comme ça qu'on dit, etc. Et là, le moment où cet enfant décide de prendre le fusil de chasse de son père et d'aller assassiner 17 profs dont il a la liste nominative dans son sac à dos, c'est le moment où les parents sont convoqués pour un conseil de classe et où on les menace d'aller dans un collège de racailles puisqu'ils ne sont pas à la hauteur des résultats scolaires qui sont attendus. Et là, il nous racontait. Donc on est 10 ans après cet événement, je ne rentre pas dans les détails, on raconte toute son histoire, etc. Il nous racontait dans l'entretien qu'il nous a accordé, 10 ans après, qu'il était encore en train de vouloir régler ses comptes avec les enseignants qui, de son point de vue, l'avaient humilié. Il était en train de monter une association qu'il appelait la dernière écoute. L'écoute que lui, comme élève humilié, dont il n'avait pas bénéficié et dont il voulait que d'autres enfants qui seraient appelés, c'était comme une association de sauvegarde, pourquoi pas, après tout, SOS enfants humiliés à l'école. Vous imaginez un peu le truc si son association marchait. Bon, donc je ne sais pas où il en est de son association, en tout cas, il nous disait, je vais aller dans les pays du Nord, parce qu'il paraît là-bas qu'il y a des écoles où on respecte les élèves. Donc 10 ans après, c'est encore présent. Alors c'est intéressant parce que, évidemment, il continue à développer une pensée anti-intellectuelle. Mais pour lui, les intellectuels, c'est des gens qui ne le comprennent pas. Les enseignants, sont des gens qui n'ont pas été sensibles à sa détresse, qui ne l'ont pas perçu, etc. Et donc, il est effectivement contre ce qu'il appelle la bien-pensance du système. Vous voyez,
tout le baratin sur la contestation du système, d'un certain point de vue, ils en ont... Alors, on est là dans une situation de légitime défense. On est très loin du fait qu'il n'a pas d'esprit critique. Il a, à sa manière, il a beaucoup d'esprit critique. Bon, donc voilà, on essaie de convoquer, je prends toute la sociologie, l'histoire récente du système scolaire pour essayer de rendre compte des rationalités qui sont au principe des prises de position d'un certain nombre de gens, sinon on a envie de dire t'es un imbécile ou je sais pas quoi, ou t'es un abruti et tu comprends rien. Et c'est un gros travail que d'essayer de heurter ça. Puis le dernier point, mais j'ai pas le temps de le développer, il y a donc le champ économique et social, il y a le champ politique, toutes ces transformations que vous connaissez, et il y a donc le champ scolaire qu'il faut convoquer, puis il y a le dernier point, c'est la réactivation du sentiment national. Et ça, on assiste par 1001 voies à une sorte de sanctification, valorisation, revalorisation du sentiment national. C'est un truc classique. Dans les périodes de crise, effectivement, on se rend compte que nous avons tous intériorisé une sorte d'habitus national qui généralement est dormant, comme dit Gérard Noiriel, mais qui là peut être activé, qui peut être mobilisé. Et derrière, il y a tout ce qui relève évidemment de l'économie patrimonialiste. Je ne vais pas faire d'un certain point de vue, vous êtes au courant de la manière dont on peut réactiver le sentiment national. Il suffit d'écouter la radio, y compris les services publics, pour être effaré par l'importance du nationalisme ordinaire qui nous est encore... alors, dans des périodes d'insécurité, pour les gens, dans les périodes d'insécurité, il n'y a qu'à voir quand même effectivement des contradictions dans lesquelles le monde est en train d'entrer. Il y a toute une série de travaux qui sont très inquiétants sur les logiques dans lesquelles nous sommes. On voit bien que le nationalisme exacerbé avec la fabrication de boucs émissaires, on la trouve partout. On la trouve aux États-Unis, on la trouve dans d'autres pays, etc. Et bien dans ce contexte-là, le sentiment national peut être réactivé et le Front national vit de la valorisation de ce chez nous. Comme dit Marine Le Pen, tous ces meetings se terminent par on est chez nous, etc. Le on est chez nous étant effectivement investi de mille et une manières par ce sentiment national réactivé, revalorisé, réhabilité et enseigné d'une manière permanente, continue, sans qu'on s'en rende compte, chacun de faire l'enquête sur son propre terrain. Je m'excuse pour les muséologues, mais là-dedans, ça peut jouer un certain rôle. Voilà, j'ai voulu aller le plus vite possible pour laisser un peu de temps quand même. Parce que oui, on va laisser la place aux discussions. Le livre est très gros, donc bon... Donc c'est à vous. Vous voyez la métaphore du porte-avions et du moteur Vespa. Le porte-avions, ce sont les élections. Le moteur Vespa, c'est l'organisation. L'organisation, elle est beaucoup trop faible, beaucoup trop maigre pour expliquer les résultats électoraux. Il y a là une énigme sociologique qu'il fallait expliquer et les explications ne peuvent pas venir du parti politique lui-même. L'explication politologique, mais aussi l'explication par le fonctionnement du parti. Donc il faut aller chercher à l'extérieur. Là, vous avez simplement expliqué un des facteurs explicatif qui est celui des humiliations scolaires liées à l'évolution du système scolaire lui-même et une micro-vexation vécue par un certain nombre d'électeurs. Il y en a plein d'autres, mais c'est à vous de poser les questions maintenant. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Je vous passe le micro. Bonjour. J'aurais souhaité vous entendre sur la question des médias. Je ne sais pas si vous en avez, parlé dans votre bouquin. On entend parfois la comparaison avec la Belgique et le fait qu'en Belgique, on dresse un cordon sanitaire, on ne déroule pas le tapis rouge pour inviter les électeurs, enfin pas les électeurs, mais plutôt les représentants du parti. On entend aussi même parfois à gauche, chez des militants de gauche, que les représentants du parti seraient mieux reçus que certains représentants politiques d'extrême gauche dans certains partis. Peut-être, soi-disant, parce que certains représentants de l'extrême droite auraient une forme de... seraient complaisants, ou plutôt les dirigeants de radio auraient des affinités avec certaines mesures du Front National. Voilà, j'aurais aimé vous entendre sur la question des médias. Est-ce que selon vous, c'est une des raisons quelle est peut-être votre position sur la manière dont on doit ou non inviter ces représentants aujourd'hui dans les médias et quelle est globalement la responsabilité des médias dans la montée du vote du Front National?
Juste un point qui me paraît quand même important. C'est pas la Belgique, c'est la Wallonie. C'est en Wallonie qu'on interdit l'accès aux médias publics, en tout cas, au Front National belge ou à l'équivalent du Front National belge, et pas en Flandre. Alors après, il y a un problème de causalité. Est-ce qu'on peut se permettre d'interdire l'accès médiatique au Front National belge wallon, en fait, parce qu'il est très faible? Ou est-ce qu'il est très faible parce qu'on a interdit, et on pourrait poser la même question, mais à l'envers, s'agissant de la Flandre? Donc oui, la question est quand même pas si simple que ça. Alors après, je vais me répondre par une dérobade. Il se trouve que c'est moi qui ai rédigé la quinzaine de pages sur les médias, et je me suis inspiré pour ce faire des travaux d'un monsieur qui est debout et qui peut peut-être répondre bien mieux que moi, puisqu'il est quand même à l'origine d'un certain nombre de travaux sur la médiatisation du Rassemblement national et le fait que la dédiabolisation est un pur produit médiatique. Alors je vais juste donner un élément d'information, puis après je passerai lâchement la parole à Eric. Il y a un sondage BVA, je crois, qui paraît 15 jours après le congrès de Lille où Marine Le Pen lance la thématique de la dédiabolisation. Et le titre de ce sondage, c'est « Marine Le Pen a réussi son pari ». 15 jours après les premiers discours sur la dédiabolisation. Donc ça vous donne une idée du concours qu'a pu, pour toute une série de raisons que Eric va probablement vous rapporter, qui font que effectivement les médias ont, à la marge, mais pas complètement à la marge, contribué à la médiatisation du parti. Tu veux Oui, dire quelques mots ? ce qu'on peut dire, c'est que quand on fait des analyses statistiques de la visibilité des différents leaders politiques dans les médias, on constate une reproduction de la hiérarchie du champ politique. C'est-à-dire que, et c'est vrai dans tous les pays, plus un homme politique occupe une position élevée dans le champ politique, plus il est visible dans les médias. Ce que j'ai appelé la subordination structurale du champ journalistique au champ politique. Et ça, c'est des statistiques imparables. Mais il y a une exception. Et cette exception, c'est le Front National. Dès le milieu des années 80, l'invitation dans l'heure de vérité en 84, on a le Front National, les leaders du Front National, qui de fait vont bénéficier d'une dérogation en quelque sorte, et vont être extrêmement visibles dans les médias. Et c'est là encore, c'est une énigme sociologique. C'est une anomalie sociologique. Donc effectivement, il y a incontestablement eu un rôle joué par les médias, et tous les médias, y compris les services publics. Le service public audiovisuel, puisque c'est principalement d'ailleurs le service public audiovisuel qui joue ce jeu-là, pour des raisons un peu compliquées, sur lesquelles on pourrait revenir. Mais il y a beaucoup à dire. D'emblée, si vous voulez, quand il est invité par François-Henri de Verrieux dans l'heure de vérité, c'est à la demande du président de la République, François Mitterrand. Et là, on a une lettre, une archive de François-Henri de Verrieux, qui... il y a une pression très forte qui est faite pour des raisons électoralistes. Avant 86, avant les élections de 86, législatives, on craint le retour de la droite au pouvoir et on essaye de faire monter le Front National pour éviter la perte des élections législatives. Bon, après, il y a eu des tas d'autres raisons. C'est-à-dire que derrière ce même phénomène de visibilité anormale, on va dire, par rapport à ce qui est représenté, y compris du point de vue des suffrages, enfin, surtout de ce point de vue-là, derrière une même réalité d'une forte visibilité anormale, il y a des raisons différentes dans l'histoire. Mais de fait, ça leur a énormément bénéficié, quoi. Ça, c'est incontestable. Et avec l'idée très simple que c'est un bon client. Enfin, Jean-Marie Le Pen, puis Marine Le Pen sont des bons clients. C'est-à-dire, il y a des reprises médiatiques, il y a de l'audience. Donc on est quand même dans les logiques très classiques du champ journalistique. Moi, s'il vous plaît, au fond. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'avais une question sur la terminologie. Vous avez utilisé le mot nativisme et du coup, j'aimerais bien que vous l'explicitiez. Pourquoi pas utiliser le mot racisme ou xénophobie ou islamophobie? J'imagine que vous avez une réponse. Et j'enchaîne avec une deuxième question qui est assez liée.
je me permets. J'ai lu récemment un bouquin sorti il y a 1 an ou 2 par Félicien Faury, sociologue qui a fait donc son terrain dans le sud-est pour aller voir l'électorat sud-est du RN-FN. J'ai trouvé une trace qui m'a beaucoup marqué, où il critique, ou alors il parle avec un peu d'aigreur, d'une certaine sociologie électorale qui a tenté de décrire l'électeur RN comme une personne très oppressée, ou plutôt dominée économiquement, en essayant d'expliquer le racisme de ce vote-là comme quelque chose de secondaire, en disant en quelque sorte « Ah ben non, mais en fait, globalement, le racisme vient à cause de la domination ». Et lui revient là-dessus en disant que c'était dommage de séparer les deux et de siloter les deux, et qu'on pouvait maintenant, aujourd'hui, imaginer un genre de système avec des boucles de rétroaction entre l'intérêt du racisme et la domination économique. Je voulais savoir si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet-là. Voilà, merci. Tu me refiles le bébé? D'accord. Bon. Le nativisme, l'une des raisons pour lesquelles on adopte cette notion, que les choses soient claires, nous ne souhaitons pas rentrer, pour des raisons à la fois scientifiques et politiques, dans des débats sans fin sur il vaut mieux dire ceci que cela, c'est du racisme. Il faut être très prudent dans les logiques qui sont au principe des désaccords scientifiques. Il y a plein de désaccords ou de différences scientifiques qui sont tout à fait légitimes, qui doivent être traités dans le champ scientifique et dans lesquels nous sommes évidemment prêts à participer. Mais notre objectif là, c'est d'essayer de tirer le meilleur de toutes les études, qu'elles soient celles de Faury ou qu'elles soient celles de plus ou moins contradicteurs de Faury, peu importe. Nous, notre objectif là, vraiment, c'est une synthèse critique, et on essaye de tirer ce qui nous semble acceptable, meilleur, validé, ou en tout cas avec lequel nous sommes d'accord, de l'ensemble des travaux qui ont été consacrés au Front National. C'est déjà un choix politique, dans une certaine mesure, je dirais, unitaire. Vous voyez où je veux en venir, peut-être implicitement. Alors, sur le nativisme, pour répondre à votre question, peut-être qu'ici, vous avez vu, pour un certain nombre d'entre vous, le film de Martin Scorsese, le Gang of New York. Eh bien, c'est un film qui oppose, comme vous le savez, deux groupes, dont l'un s'autodéfinit comme celui des natifs. C'est le groupe que dirige Daniel Day-Lewis dans le film, Non Débouché. Et l'étranger qu'il s'agit de contester, de chasser, c'est l'Irlandais catholique. C'est pas ni le musulman, ni le juif, pas encore. Hein, ça peut... Alors l'intérêt de la matrice nativiste, c'est que c'est une matrice qui, d'un certain point de vue, associe nécessairement une valorisation du natif, alors je vais y revenir, et une détestation de l'étranger. Mais ce qui nous semble important, c'est que, d'un certain point de vue, il ne faut pas réifier ces notions. Le natif, pour certains, ça va être l'occidental, ça va être le soi-disant judéo-chrétien, ça va être le blanc, ça va être surtout, évidemment, le français, le français de souche, etc. etc. Et l'étranger, il peut changer de visage, il peut être traité de manière différente. Ça peut être l'intellectuel de la bien-pensance que déteste Bastien Régnier, dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est important. Vous voyez les effets politiques que ça peut avoir, de bien voir que une bonne partie des militants, de certain point de vue, sont en rupture avec les dispositions et les ressentiments d'une partie des militants et des électeurs du Front National. Ça peut être le musulman, bien sûr, ça peut être le juif. Ça va de soi. À mon avis, l'antisémitisme est effectivement beaucoup plus important qu'on ne le dit. Il est largement dissimulé au sein du Front National. Hein. Du moins, il tente de le dissimuler, parce que dès qu'on fait des enquêtes sur les soi-disant brebis galeuses ou je ne sais pas quoi, je rappelle, par exemple, pour prendre qu'un seul exemple, parce que j'allais dire il est amusant, il n'est pas très amusant, mais enfin, quand Bardella est devenu président du Front National, c'était à la suite du président qui avait tenté Marine Le Pen, qui s'appelait Jean-François Jalc, qui était un des historiques du Front National. À ce moment-là, les journalistes s'intéressent à sa biographie et on découvre que ce Jean-François Jalc, qui est resté président du Front National au moment où Marine Le Pen voulait
quitté le poste pour une campagne électorale, eh bien, il avait écrit plein de papiers antisémites, etc., etc. Donc ça, personne ne le savait jusqu'à ce que l'enquête journalistique, là en l'occurrence, l'attention biographique journalistique porte sur lui. Donc le nativisme, il présente cet intérêt. C'est-à-dire que c'est une... Et puis il présente un deuxième intérêt, c'est que dans une certaine mesure, il permet d'associer des expériences historiques très différentes, que ce soit celle des États-Unis, du Ku Klux Klan. Enfin, ça ouvre, voilà, c'est un concept ouvert qui nous permet de travailler. Un concept, c'est un outil. Hein. C'est pas une définition. C'est difficile à faire sentir cette affaire-là, mais il me semble que c'est très important de le comprendre. Pareil, par exemple, on accorde, je pense que cet exemple, une grande importance à ce que nous appelons les intellectuels relais. C'est-à-dire ceux qui, auparavant, les instituteurs, les militants syndicalistes et communistes, les prêtres... Ah oui, pardon. Les prêtres ruraux, etc., etc. Bon, ben, on peut les appeler de manière différente. C'est pas grave. On peut les appeler les intellectuels censeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, ces intellectuels qui avaient de l'autorité sociale dans les années 50, 60, ils interdisaient l'expression d'un certain nombre de propos racistes ou injurieux ou je ne sais pas quoi. On peut les appeler des intellectuels de gestion des profanes, c'est pas joli, mais c'est en partie ce qu'ils faisaient. Hein. L'instituteur républicain, ou l'institutrice plutôt, parce qu'en réalité, depuis très longtemps, la majorité des instituteurs sont des institutrices, étaient secrétaires de mairie, etc., etc. On peut les appeler intellectuels relais, on peut les appeler intellectuels censeurs. Le mot n'importe pas, parce que dans certains cas, il sera utile. Donc ça, c'est un problème de sociologie. Enfin, voilà. Et moi, je pense que c'est important de ne pas se battre sur... Moi, c'est mon mot à moi qui compte. Personnellement, je m'en fous. Voilà, je veux le dire clairement. Si l'outil est utile pour comprendre telle ou telle situation. Dans certains cas, c'est parce qu'il est censeur. Dans d'autres cas, c'est parce qu'effectivement, il est relais, etc., etc. Donc voilà un peu sur le nativisme. Et c'est un mouvement politique américain hein, de la fin du milieu du 19e. Et d'un certain point de vue, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à des formes nationales différentes, d'occupation, de nativisme différents. Le nativisme en Italie, c'est pas le même que celui qui existe en France, mais en France, il peut prendre la forme de ceux qui sont des indo-européanistes ou il peut prendre la forme de ceux qui sont des chrétiens traditionnalistes, comme il y en a au Front National. Voilà, pour aller vite. Hein. Oui, sur la deuxième partie de votre question, on consacre dans le chapitre sur la crise économique et ses répercussions sociales toute une incise, hein, mais qui nous a semblé importante, hein, enfin, nécessaire en tout cas, sur cette sorte de dilemme, d'opposition binaire un peu stupide entre les explications économiques d'un côté et culturalistes de l'autre, hein, identitaristes ou bien socio-économiques, ou dans un autre débat, infrastructure, superstructure. Bon, l'idée très très simple, c'est que c'est une opposition qui ne vaut rien, alors qui est un peu comme le nativisme, hein, assez plastique et protéiforme. Hein. Aux États-Unis, par exemple, comment expliquer le triomphe électoral de Trump? Est-ce que c'est parce que une partie de plus en plus importante de la population adhère à un discours qui est explicitement raciste, ou est-ce que c'est parce que Biden a complètement échoué dans ses tentatives de restaurer le pouvoir d'achat des plus pauvres ou des classes moyennes? Bon, on a une sorte de débat comme ça qui oppose toute une série d'économistes et de sociologues. En fait, les racines identitaristes ne fonctionnent que si il y a un dérèglement économique, que s'il y a une insécurité économique et sociale. C'est le grand économiste, historien hongrois Karl Polanyi qui disait qu'effectivement toutes les phases de mondialisation libérale, alors il parlait notamment de celle des années 30, mais également de celle de la fin du 19e siècle, toutes ces phases de mondialisation libérale s'accompagnent de contre-coups au terme desquels un certain nombre d'agents sociaux fragilisés ont recours à la thématique très classique du bouc émissaire. Donc on voit bien que les deux dimensions sont complètement intriquées, vous l'avez dit vous-même, s'alimentent, et c'est ce que Faury dit. Il y a eu une réception médiatique de Faury qui m'a toujours rendu assez sceptique. En gros, je caricature à peine, enfin un sociologue qui nous dit que les électeurs du Front National sont racistes.
C'est à peu près comme ça que ça a été accueilli. Bon, c'est quand même pas tout à fait ce que Faury dit. Faury nous dit bien que dès qu'on gratte un peu au-delà du discours raciste ou xénophobe ou nativiste des agents sociaux qu'il a interrogés, il y a des préoccupations économiques et sociales sur le logement, sur l'école, sur le système de santé. Et donc, les deux dimensions sont complètement intriquées et il est tout à fait stupide d'essayer de les hiérarchiser ou d'en dégager de façon une pépite, l'élément le plus pur. Maintenant, il est vrai qu'un des effets de la pathologie du champ politique et du fait que les marges de manœuvre se sont restreintes pour les hommes politiques, on n'est pas en période de croissance économique exponentielle, etc., etc. Ça a pour effet, entre autres, de déplacer les conflits et les luttes entre hommes politiques, entre partis politiques, sur le terrain identitaire. Et de ce point de vue-là, il y a une instrumentalisation, bien sûr, du racisme ou des formes de racisme qu'on peut repérer ou auxquelles on peut donner libre cours, quoi. Et c'est ce à quoi on assiste, évidemment, aujourd'hui, entre autres dans les médias. Alors là, peut-être qu'on n'a pas assez répondu à votre interpellation sur les médias. Moi, en tout cas, je suis très... D'abord, ça fait 6 ans que je lis Valeurs Actuelles toutes les semaines. De la première ligne à la dernière ligne, pour comprendre un peu l'imaginaire des électeurs de Zemmour. Parce que vous savez que on sait que les résultats de Zemmour sont corrélés avec les abonnements de Valeurs Actuelles. Donc ça donne une petite CD avec une bourgeoisie patrimoniale qui est souvent composée de notaires, de clercs, de provinces, etc. C'est pas le lecteur de Valeurs Actuelles, c'est pas n'importe qui. Et donc effectivement là il y a des phénomènes. Il y a un de nos collègues sociologues qui s'appelle Abdelali Ajat, qui est d'ailleurs en train d'écrire un gros manuel sur la sociologie des racismes, qui a essayé de suivre les journalistes qui sont passés par Valeurs Actuelles et qui sont en train d'essaimer dans la presse, au Figaro, ailleurs, mais pas seulement. Donc là, il y a quand même une entreprise. Alors moi, je ne suis pas complotiste, évidemment, au sens délirant du terme, mais il y a quand même une entreprise absolument concertée de la part d'un certain nombre de grands capitaines d'industrie ou de capitalistes, comme Cernin, comme Bernard Arnault, etc., de mainmise sur la presse, sur les médias. On ne peut pas ne pas le constater. Et c'est effectivement assez inquiétant, parce qu'ils réussissent, avec les moyens qui sont les leurs, à s'imposer. Et dans un champ politique qui, en définitive, est très réduit, et de plus en plus réduit, puisqu'on a un nombre considérable d'abstentionnistes. En fait, le champ politique fonctionne sur des petits groupes mobilisés. Ça peut avoir des effets... je pense, extrêmement problématique, quoi. Il faut bien le dire. Maintenant, là où on a quand même du mal, c'est que un des problèmes que nous rencontrons, c'est qu'il nous manque plein de sources. Moi, j'ai travaillé sur l'histoire du Parti communiste pendant 40 ans. Donc, j'ai eu la chance de passer d'un parti politique qui était dans l'actualité politique à un parti politique qui est devenu un objet historique. Et donc, j'ai une petite idée de l'apport des archives sur la vie interne de ce parti, sur ses relations internationales, etc., que je connaissais absolument pas quand j'ai commencé mes travaux sur le communisme. Et il faut bien voir que sur le Front National et sur tous ces groupes, on manque beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations que malheureusement on n'aura que quand on aura accès aux archives policières, que quand on aura accès aux archives du parti s'il y en a, que quand on aura des autobiographies de dissidents. Il y en a quelques-unes, mais on ne sait pas trop comment les prendre. Donc ça, c'est un des problèmes. En tout cas, pour moi, c'est une grande inquiétude que dans la pathologisation du champ politique, que peuvent jouer les médias. Et Trump, dans une certaine mesure, est une illustration absolument dingue de ce genre de phénomène, quand même. Ça, je pense que, voilà, on peut pas ne pas être... Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas, comme bien d'autres, ne pas être effaré par l'existence
d'hommes politiques qui ont ce profil-là, quoi. Il y a quelque chose quand même. Là, c'est des effets de la nouvelle configuration. On a quand même eu Berlusconi, etc., etc. Enfin, le nombre de phénomènes politiques qui sont, d'un certain point de vue, totalement aberrants, c'est quand même assez inquiétant. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, ça, c'est un sentiment un peu personnel, hein, plus que. Mais bon, voilà, quand même. On ne fréquente pas ces gens-là sans avoir très peur. On va prendre peut-être 2-3 questions d'affilée avant que vous répondiez. Oui, bonjour. Je ne vais pas poser de questions sur le comment et le pourquoi, mais je vais poser une question très courte. Pour qui roule le Front National? Visiblement pas pour les peuples, pas pour le peuple. Donc je me pose la question. Oui, bonsoir. Moi, je vais citer la phrase de Gilles Lipovetsky qui dit que nous vivons l'ère du vide. Et en fait, ce vide qui a été créé, donc on dit le vide a horreur de la nature, enfin, la nature a horreur du vide. Je pense, comme vous l'avez dit, la gauche a déserté, donc l'État a déserté, etc., etc. Moi, je pense que c'est par rapport à ça qu'on en arrive à ça. Premièrement, je pense que le Front National est un mouvement, il n'est pas un parti. Et autre chose, je pense qu'il se situe du côté du fantasme. Et dans ce fantasme, les gens se reconnaissent. C'est ça qui comble le vide. Et en fait, c'est la morale. Je pense que c'est ça. Et donc, par rapport à cette morale, on voit Bolloré, etc., etc., ils manipulent la morale. Et à partir du moment où on met en avant la morale, c'est la seule réponse, et donc, on écarte les partis, etc., etc. Moi, je pense que c'est ça. Alors, pour qui roule le Front National? Alors, bon, en sociologie, on n'a pas trop le droit de poser une question comme ça, parce que le Front National, ça n'existe pas. Donc, pour qui roulent les dirigeants du Front National? Subjectivement, ils roulent pour eux-mêmes. Hein, donc, la première définition qu'on a donnée du Front National, hein, c'est une petite entreprise familiale, népotique, qui est très très préoccupé par la question de l'argent et des prébendes qui peuvent être distribuées. Et par exemple, Laurent de Saint-Afrique, que citait tout à l'heure Bernard Pudal, qui n'est pas n'importe qui, hein, qui a été le conseiller de Jean-Marie Le Pen, et qui l'a même accompagné les dernières années de sa vie. Hein, disait attention, la question de l'argent est capitale chez les Le Pen. Hein, on peut relativement lui faire confiance. Et après, on a des tas d'anecdotes, hein, notamment de ceux qui sont partis. Bruno Maigret a dit des choses tout à fait édifiantes là-dessus, hein, qui prouvent que la question de l'argent était une question tout à fait essentielle. Je suis désolé d'être aussi matérialiste et si peu idéaliste ou idéologue, mais je crois que... bon. Après, pour qui objectivement le Front National roule-t-il? Bon, on a des choses qui sont quand même un petit peu édifiantes sur les volte-face, notamment des parlementaires, des députés RN depuis l'élection législative de 2024, où on s'aperçoit qu'entre les positions qu'ils prenaient en 2022-2023 à l'Assemblée et les positions qu'ils ont prises depuis septembre dernier, il y a sur toutes les questions chères au MEDEF des volte-face qui sont pour le moins édifiantes. Donc je serais quand même tenté de dire qu'actuellement, la dernière illustration, c'est l'histoire du 1er mai, où tous les parlementaires du Rassemblement national étaient d'accord pour que ce jour férié ne le soit plus pour un certain nombre de branches. Ce qui était pratiquement inconcevable il y a encore un an. Donc à mesure que le Rassemblement national s'approche du pouvoir, la question pour qui roule-t-il peut être effectivement formulée un peu différemment. Vous avez dit que la gauche avait déserté, que c'était une des raisons Alors c'est un vrai problème, bien entendu, quand on étudie un champ politique.
d'un certain point de vue, il faut étudier les partis politiques les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est vrai que si le développement du Front National à partir de 84 se produit à partir de 84, c'est aussi à partir d'un moment où il y a effectivement une sorte de déception vis-à-vis du pouvoir socialiste, etc. Bon, c'est un phénomène. Alors moi, je dis pas déserter, parce que ça, c'est un jugement de valeur. D'un certain point de vue, je sais pas si... bon, par exemple, quand on me disait tout à l'heure que Mitterrand avait effectivement envoyé un courrier à François-Henri de Virieu, bon, j'ai beau être, comment dire... J'ai beau ne pas être désireux de sauver la mémoire de Mitterrand, mais c'est un moment où le Front National n'apparaît pas comme une menace existentielle et où il peut être instrumentalisé par Mitterrand pour effectivement diviser la droite. D'un certain point de vue, c'est une erreur de calcul de plus, c'est-à-dire c'est parce que le Front National n'est pas très important qu'il l'instrumentalise, et en l'instrumentalisant, ils en font quelque chose d'important. Alors ça, c'est bon, c'est contradiction de l'histoire, quoi, dans une certaine mesure. Bon, alors donc se pose effectivement le problème de la configuration politique des forces politiques dans le champ politique. Et là, c'est une des raisons pour lesquelles on peut être inquiet, parce qu'effectivement, si les causes, entre guillemets, les processus qu'on essaye de mettre en avant dans la dernière partie du livre, c'est-à-dire les transformations de toute une série de dimensions de la vie sociale et politique, si ça c'est vrai, à ce moment-là, effectivement, c'est très difficile de s'opposer à ces processus historiques, qui sont des processus qui risquent d'avoir un poids auquel il est difficile de s'opposer. Et donc là se pose la question de la responsabilité historique. Alors là, on est en train de passer du scientifique au politique. Dans ce que je suis en train de dire, se pose la question de la responsabilité historique, effectivement, de la gauche face à ce genre de menace qui est fondée, pour une part, sur des processus auxquels il faut apprendre à répondre. Donc, vous voyez bien que ce qui est en jeu, c'est effectivement comment répondre à ces processus de démantèlement de l'État social, etc., etc. Et ça, moi, j'ai pas la réponse. C'est pas ici, en tout cas, dans la position qui est la nôtre, que l'on peut élaborer une réponse. À titre personnel, je suis pas très optimiste. Hein. Ça me paraît effectivement très, très compliqué. Et il faudrait beaucoup de courage politique pour oser affronter réellement ce défi historique auquel on est confronté. Par analogie, c'est pas la comparaison, c'est le problème qui s'est posé dans les années 30, hein, quand même, comment s'opposer à la montée des fascismes. Et d'un certain point de vue, en Europe, les fascismes ont réussi à s'installer aussi bien en Espagne, évidemment, qu'en Italie, qu'en Allemagne et ailleurs. Et ça, ce sont des phénomènes historiques qui risquent d'être très difficiles à contrer. Alors voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, je suis désolé de ne pas être... mais je peux pas voilà. La grande leçon de l'histoire, c'est quand même que l'extrême droite n'arrive jamais au pouvoir sans le concours de la droite dite traditionnelle. Je voudrais, comparaison n'est pas raison, pour être pédant, ceteris paribus, toutes choses égales par ailleurs, je voudrais vous donner une citation du très grand historien allemand Jan Kershaw, qui a beaucoup travaillé sur Hitler, sur le nazisme, sur l'autorité charismatique. Alors, non pas pour comparer des choses qui ne sont pas comparables, mais je pense que c'est un principe de lecture, un point de vue méthodologique qui est important et qu'on peut reprendre s'agissant du FN ou du RN. Et je cite Kershaw, « Son rôle de Führer, donc il parle évidemment d'Hitler, est un rôle que seuls ont rendu possible la sous-estimation, les méprises, les faiblesses et la collaboration des autres. Pour examiner son pouvoir, il nous faut donc d'abord examiner les autres, non Hitler lui-même. » Donc c'est une perspective méthodologique qui est parfaitement défendable encore aujourd'hui et qui renvoie finalement à la question que vous posiez. Pour prolonger sur l'événement L'heure de vérité, quand même, 83, quelque chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il faut se rendre compte de ce qu'est l'heure de vérité, l'émission L'heure de vérité dans les années 80, dans un état antérieur du champ politique. C'est une émission de télévision qui a une importance toute particulière, que 10 millions de Français regardent. Enfin, c'est des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Et de fait, il y a eu un effet de consécration
par cette invitation de Jean-Marie Le Pen dans cette émission. C'est un effet magique, hein, de prophétie autoréalisatrice qu'il a consacré. Aujourd'hui, ce que tu disais à l'instant, c'est très important. Et là, on a un effet des médias décisif. Ce qui est en jeu avec Bolloré et Sterlin, c'est précisément surtout l'organisation du rapprochement de la droite classique au travers de médias possédés avec l'extrême droite. Donc c'est un effet indirect, mais très important. Et de rendre possible ce rapprochement que Marine Le Pen aborde et ne voulait pas, n'a jamais voulu, et encore Bardella, de ce point de vue-là, joue un rôle décisif. Avec aussi un positionnement. Il faudrait rappeler aussi que le Rassemblement national, c'est un champ, hein, et qu'ils sont très très différents, avec des positions à l'extrême droite qui sont extrêmement opposées entre eux, etc. Mais la particularité de Bardella, c'est qu'il est parfaitement MEDEF compatible. D'ailleurs, je crois que demain, il mange avec le comité exécutif du MEDEF. Hein.